à tous et à toutes. Comme Sophie l'a dit, mon nom c'est Clément Goulin et j'ai commencé une maîtrise à Polytechnique de Montréal sous la direction de Virginie Bourgault, pas Virginie Bourgault, Virginie Francoeur et Marie Bourgault. Je pense là-bas. Et justement, je m'intéresse au comportement éco-responsable et à l'éco-anxiété dans le secteur de la construction et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Pour faire un petit plan de la présentation, d'abord, je vais vous parler de pourquoi on s'intéresse au secteur de la construction dans ce projet. Ensuite, je vais faire une petite revue de littérature pour parler de l'éco-anxiété et des comportements éco-responsables. Après, je vais développer un peu sur le modèle qui est proposé, un peu la méthodologie qu'on utilise pour valider ce modèle et des petits résultats préliminaires. Donc, d'abord, pourquoi on s'intéresse au secteur de la construction? C'est un secteur qui est très polluant. Il y a beaucoup d'émissions. C'est un des secteurs qui est le plus grand au monde par rapport aux émissions, par rapport aux destructions des milieux, par rapport à la consommation d'énergie, par rapport aux besoins en ressources en matières premières, en bois, en métaux et en béton, par exemple. Puis, il génère aussi beaucoup de déchets, beaucoup de matières résiduelles. J'ai un peu d'assister, est-ce que tu peux? Un petit peu. Donc, il génère beaucoup de matières résiduelles, comme on peut le voir sur ces graphiques-là. Il y a le secteur du fond, on peut voir qu'il génère 3,3 millions de tonnes de matières résiduelles par année, ce qui correspond à quand même un pourcentage important de la matière du Québec. Puis, dans cette partie-là, il y a la moitié qui est directement amené à un lieu d'élimination, donc qui est amené à un dépotoir au Québec, au Canada ou ailleurs dans le monde. Puis, de cette partie-là, il y a l'autre moitié qui est apportée à un centre de tri. Mais de la partie qui est apportée à un centre de tri, il y a une très grande partie qui n'est pas recyclée, qui est pas assez, même si elle est amenée à un centre de tri, elle est quand même amenée à un lieu d'élimination. Donc, l'ensemble de cette quantité-là, on peut penser à l'ensemble de cette quantité-là de matière éliminée, ça correspond à 23% des matières résiduelles du Québec. Puis, des facteurs qui contribuent à faire qu'il y en a autant, c'est à la base, il y en a beaucoup de matières qui est rejetée. Donc, il y a plein de potentiels avenues à réduire cette quantité de matière, mais aussi à améliorer la qualité des matières triées pour qu'il y ait moins de matière qui soit amenée jusqu'à un centre de tri, puis ensuite qu'elle soit amenée à un lieu d'élimination. Puis sinon, il y a des objectifs, des intérêts au Québec d'augmenter cette proportion de matière qui est amenée à un centre de tri. Puis, donc, ensuite, il existe plusieurs façons de traiter ce problème. Puis la question des émotions et des anxiétés, c'est une qui est qui est peu étudiée dans le secteur de la construction et de manière générale. Donc, ça nous amène à une question de recherche qui est un peu comment est-ce que les anxiétés puis les émotions vont influencer l'adoption de comportements éco-responsables dans ce secteur. Donc, pour un peu parler des éco-émotions, il y en existe vraiment beaucoup ici. Il y a quelques exemples d'éco-émotions. S'il y en a certaines qui vous intéressent, des questions. Donc, ça existe une très large gamme d'émotions qui peuvent aller d'émotions agréables à des émotions désagréables, à la colère, à la tristesse, à l'anxiété. Puis, dans ce projet, on va s'intéresser à la mesure de l'anxiété liée au changement climatique et à l'éco-anxiété. Puis, il y a une petite distinction entre les deux, c'est que la mesure, l'anxiété liée au changement climatique est un peu plus spécifique que l'éco-anxiété qui peut être pas directement reliée, qui peut être par rapport au changement climatique, mais aussi par rapport à d'autres catastrophes écologiques. Donc, pour l'anxiété. L'anxiété, de manière générale, c'est un processus qui est fondamental pour les animaux. Puis, ça implique des émotions désagréables qui sont caractérisées par des symptômes. Puis, c'est une appréhension orientée vers le futur. Donc, elle joue un rôle dans notre préparation future, dans notre capacité d'adaptation pour les humains puis les animaux en général. Puis, l'anxiété liée au changement climatique, elle reprend ces caractéristiques-là mais lié au changement climatique. Donc, c'est une réponse émotionnelle qui est la plus commune, qui est la plus souvent utilisée pour parler de notre réponse émotionnelle au changement climatique quand elle est plus désagréable. Puis, avoir des préoccupations par rapport au changement climatique, c'est une réaction qui est appropriée, qui est normale. Je pense que beaucoup de personnes ont des inquiétudes par rapport au changement climatique. Par contre, dans cette étude, puis cette façon de mesurer l'anxiété liée au changement climatique, on ne s'intéresse pas juste à est-ce que les personnes ont de l'inquiétude liée au changement climatique, mais est-ce que leur niveau d'inquiétude est assez élevé pour que ça ait un impact sur leur vie, puis ça se met à avoir un effet sur le quotidien des personnes.
Donc, maintenant, pour un peu faire un lien, quand l'éco-anxiété bon, elle se met à affecter la vie, on pourrait être intéressé à voir comment on peut la réduire. Pour, disons que il y avait des exemples d'émotions comme la paralysie et autres. Donc, ça peut être des trucs qu'on essaierait de réduire et d'éviter. Donc, comment la réduire, c'est un des pistes, ça serait de passer à l'action. Donc, Picala, dans sa littérature, a trouvé que les actions et le sentiment d'efficacité, c'est quelque chose qui peut réduire les anxiétés. Puis, il existe plusieurs types d'actions que je vais décrire un peu, comme des actions individuelles, collectives et systémiques. Puis, nous, on s'intéresse au domaine organisationnel. Puis, dans le domaine organisationnel, les comportements éco-responsables, c'est des actions qui ne sont pas fermement récompensées par l'entreprise, mais qui permettent de réduire un peu l'empreinte écologique de l'entreprise et des activités économiques des entreprises. Donc, pour parler un peu des différents types de comportements éco-responsables dans lesquels on s'intéresse dans ce projet. Donc, il existe les types de comportements qu'on peut catégoriser selon est-ce que c'est des actions plus individuelles ou collectives ou avec quelle hiérarchie un peu ça va avoir un impact. Donc, il y a des comportements qui peuvent être mis en œuvre par nous-mêmes, par soi-même. Donc, recycler, réduire sa quantité de matériaux utilisés, améliorer l'efficacité. Ben, juste même pas de France là, mais je pense que vous voyez un peu comme des actions comme je recycle. Ensuite, il y a les comportements, les actions qu'on peut faire pour aider ses collègues ou les influencer. Donc, essayer de promouvoir certaines actions auprès des personnes avec qui on travaille. Puis aussi les actions qui cherchent à changer, à améliorer l'organisation. Donc, de persuader son organisation d'acheter des produits plus écologiques pour un peu changer les pratiques organisationnelles. Il y a aussi Borel et Palais, qui est un d'autres auteurs qui sont intéressés au comportement éco-responsable, qu'ils ont classé d'une façon un peu différente. Donc, eux ont parlé des éco-initiatives qui ressemblent au comportement mis en œuvre par soi-même, à l'éco-aide, qui répondent à la partie aider ses collègues à la littérature de Robertine Varus, puis aussi aux engagements éco-civiques, qui est un peu différent de changer, améliorer l'organisation, qui est plus s'impliquer dans les programmes environnementaux, dans les politiques environnementales de son entreprise. Puis on s'est aussi intéressé à des comportements éco-responsables plus spécifiques au secteur de la construction, donc par rapport à choisir des matériaux qui ont une plus faible empreinte écologique ou réduire le transport de matériaux ou avoir des meilleures pratiques environnementales pour mieux gérer les déchets, réduire la quantité de matières utilisées. Donc ça, c'est le modèle conceptuel de Kim et Hall qui, un peu, celui qui a inspiré le modèle qui m'intéresse, qui met en relation, comme on peut voir, l'anxiété liée au changement climatique et les comportements éco-responsables. Cette relation, elle est très complexe, puis d'une littérature à l'autre, elle va changer. Des fois, quand on a une forte anxiété liée au changement climatique qui va affecter notre vie, ça peut nous motiver à agir. Disons que c'est plus une éco-colère. On peut être motivé à agir, mais des fois, on peut être aussi paralysé, puis c'est ça. Donc, c'est pour ça que ça dépend un peu des émotions, puis que les différentes émotions sont intéressantes. Mais juste pour parler un peu du modèle Equinera, on a l'efficacité écologique de soi, qui est un concept qui est ajouté, qui correspond à un sentiment de pouvoir mettre en pratique avec succès des concepts de protection de l'environnement, donc un peu une confiance en soi-même de pouvoir adopter des pratiques éco-responsables. Puis lui, il a étudié le concept de continuité future de soi, qui est le degré de connexion entre le soi du présent et un soi du futur. Mais nous, on va plus s'intéresser aux émotions, donc aux différentes émotions qui sont ressenties quand on adopte un comportement éco-responsable. On a 10 émotions, 5 agréables et désagréables, que je vais présenter un peu après. Puis on garde le concept d'efficacité écologique de soi comme effet modérateur pour la relation. Donc, selon le type d'émotion, puis selon est-ce que les personnes ont un sentiment de pouvoir mettre en pratique avec succès les comportements éco-responsables, est-ce que l'anxiété liée au changement climatique va porter à l'adoption de comportements éco-responsables? Donc, le modèle, on peut passer à la méthodologie. Donc, on a fait une analyse quantitative avec une équipe de recherche qui fait ce projet depuis plusieurs années sur le terrain, puis avec un questionnaire. Puis, cette collecte de données avait eu lieu dans une grande compagnie de construction du Canada qui a plus de 5000 employés et 200 chantiers actifs. So, donc, l'échantillon qu'on a mesuré, c'est 164 personnes qui travaillent dans l'industrie de la construction et dans les bureaux au Québec et en Ontario.
Donc, il y a une grande diversité de fonctions. Il y a des gestionnaires, des conseillers techniciens d'environnement, des contremaîtres et des travailleurs, comme par exemple des électriciens et menuisiers. Puis aussi à noter qu'il y a certains chantiers qui visent une certification environnementale, comme la certification LEED ou Green Globe. Donc, ça peut avoir peut-être un effet qu'on va prendre en compte dans le sud. Donc, dans le questionnaire, j'en ai un peu parlé un peu variable pour le mesurer. Donc, on a utilisé des échelles de Likert allant de 1 à 5, 1 étant jamais, puis 5 étant toujours. On a mesuré l'anxiété liée au changement climatique, différents types de comportements éco-responsables, 10 émotions ressenties lors de l'adoption de ces comportements. Puis, pour mesurer l'efficacité écologique de soi, on a mesuré les connaissances sur les enjeux environnementaux. Donc, pour parler un peu des résultats préliminaires qu'on a eu, d'abord pour la présence d'éco-anxiété, la composante qu'on a mesurée, c'est vraiment la composante cognitive et émotionnelle de l'anxiété, qu'elle peut être traduite par des ruminations, de la difficulté à dormir, à se concentrer, des cauchemars et des pleurs. Donc, on peut voir que c'est pas juste une inquiétude liée au changement climatique, mais un niveau quand même élevé où que ça va affecter son quotidien et notre vie. Et on peut voir que la valeur est quand même assez faible. On a une valeur de 1,46 dans nos résultats, ce qui se rapproche du 1 jamais. Mais ça correspond à ce qui est retrouvé dans la littérature à d'autres endroits dans le monde. On a des valeurs allant de 1,25 à 1,75 pour cette mesure spécifique des inquiétudes assez grandes qui vont avoir un impact sur la vie des personnes. Ensuite, pour les comportements éco-responsables, on a une très grande variance de ce qui est adopté ou non. Par exemple, une action selon le type de comportement. Donc, une action qui peut être mise en œuvre par soi-même, comme économiser souvent la quantité de matériaux utilisés. C'est quelque chose qui est assez adopté. Les personnes disent qu'ils font souvent dans l'industrie. Mais un comportement qui c'est de changer son organisation. Les personnes l'adoptent moins, donc ils vont moins discuter avec leurs supérieurs de la façon que l'organisation peut devenir plus respectueuse de l'environnement. Ensuite, je vais présenter rapidement les émotions qui ont été ressenties lors de la notion de comportement éco-responsable. Donc, on peut voir que les émotions qui ont été le plus ressenties, c'est les émotions plus agréables, comme attentive, active, déterminée, inspirée. C'est l'émotion que les personnes ont souvent ressenties. Par contre, il y a quand même quelques personnes qui ont ressenti des émotions désagréables lors de la notion de comportement. Par exemple, qui ont recyclé ou discuté des enjeux environnementaux de leur entreprise, qui se sont sentis agités, honteux, inquiètes ou angoissées en adoptant ces comportements. Et maintenant, pour la connaissance des enjeux écologiques, il y a une efficacité écologique des soins élevée dans ce secteur qu'on a pu mesurer. Les personnes ont vraiment confiance en leur connaissance environnementale. Par exemple, le 67% qui ont répondu en accord avec la phrase «J'ai une connaissance suffisante d'influence des déchets de construction sur l'environnement». Donc, en mettant tous ensemble pour un peu tester le modèle que j'ai présenté et les hypothèses, on s'intéressera à comment est-ce que le type de comportement est responsable, est-ce que c'est les comportements collectifs qui sont influencés par l'éco-anxiété, puis est-ce que c'est les émotions plus comme la colère qui est mobilisatrice en comparaison à, par exemple, la tristesse, puis l'anxiété qui est moins mobilisatrice des émotions. Puis une autre hypothèse, c'est que l'efficacité écologique de soi joue quand même un rôle important sur l'adoption de comportement. Donc, oui, on va tester ce modèle préliminaire. Puis, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci, Clarence, Olivier. Je vais y aller. OK, donc j'ai Fanny, Martine et éventuellement Emmanuel. On y va dans l'ordre. On a 5 minutes. Merci. Rapidement, je me demandais si vous aviez relevé des sentiments d'impuissance de la part des travailleurs. On n'a pas mesuré les sentiments d'impuissance, si je me trompe pas. Mais est-ce qu'on peut retourner à quelques slides avant? Donc, la celle avec les émotions. Celle-là ici, ouais. C'est ça, comme on a mesuré peu inquiet, mais pas. Non, mais ça, c'est quand ils ont des comportements éco-responsables, parce que je ne sais pas si tu les interroges, c'est que quand on regarde la quantité de bois dans les résidus de travaux de CRD,
ben, c'est des dynamiques structurelles. La personne n'a aucun pouvoir sur la manière dont ces matériaux-là sont recyclés ou réutilisés. Mais elle pourrait peut-être essayer de discuter avec. Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont des gestionnaires, puis c'est pas beaucoup des travailleurs qui sont sur le chantier. Je pense que c'est 70% des personnes qui vont être des fois dans le bureau, qui vont prendre des décisions sur quel conteneur est amené. Puis on a mesuré un peu c'était quoi les meilleures pratiques, est-ce qu'ils sont en accord avec telle pratique ou non. Puis d'habitude, ça c'était assez élevé. Mais le sentiment d'impuissance, ça fait un peu penser à l'éco-paralysie, qui est un peu défini comme ça, le sentiment d'impuissance. Donc, les personnes font bien. Mais oui, je comprends. Mais, OK, merci. Très rapidement, Fanny, les comportements éco-responsables, ça a été selon le niveau hiérarchique. Donc, certaines personnes, s'ils ne pouvaient pas adopter le comportement, ils disaient que c'était non applicable à leur propre stage. On n'a pas mesuré l'impuissance directement, mais il y avait toute une variété de comportements. Puis s'ils pouvaient l'adopter à leur niveau, ils le mentionnaient. Avec les travailleurs, on a mesuré différents types de comportements versus les gestionnaires. Je pense qu'on peut dire ça. Martine? Ben, je pense que c'est la première question, est-ce qu'on doit un comparatif avec d'autres industries? On est plein de jugements que l'industrie de la corruption, mais les femmes, l'éco-responsabilité sont toutes avec leur gros pick-up. Mais je sais que ça peut être des préjugés, mais est-ce qu'on a des comparables dans la littérature à avoir, peut-être pas exactement ce cadre théorique-là, mais des trucs sur l'une ou l'autre des variables là, qui pourraient être un peu comparables? Est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est différent? Première question. Deuxième question, peut-être que je l'ai manqué. Est-ce que c'est une entreprise, hein? C'est une seule entreprise. Est-ce que cette entreprise-là, elle se positionne sur des questions de développement durable, d'avoir des pratiques plus éthiques et éco-responsables, etc. En d'autres termes, est-ce que pour les équipes, les gens dans l'organisation, ces émotions-là sont aussi liées au fait qu'ils ont un support de l'organisation ou qu'ils se battent un peu contre l'organisation parce qu'ils sont un peu en avance sur l'organisation ou que l'organisation ne supporte pas des comportements qu'ils pourraient avoir ou des souhaits, des désirs, etc. oui, c'est une bonne question. Pour la première, la relation des conseillers et des comportements responsables elle a été mesurée dans d'autres industries et d'autres secteurs. C'est ça, donc, on varie. Des fois, les conseillers, ça va être mobilisateur, par exemple, dans un certain contexte spécifique, puis à un autre endroit avec d'autres personnes, ça va être pas mobilisateur ou négatif. Des fois, ça va être négatif. Mais la quantité des points CT est quand même similaire à l'extérieur, avec cette façon de mesurer les points CT, qui est les points CT émotionnels et cognitifs, qui est un impact sur la vie des personnes. Elle est similaire dans les autres échantillons que l'on peut mesurer. Puis pour la deuxième question, oui, c'est quand même une industrie, une entreprise qui ne se positionne pas à essayer de nous supporter. Donc, je ne dirais pas que très difficile à dire, mais on a aussi mesuré justement le support de l'organisation. Peut-être que j'ai Ben, ça dépendait des chantiers parce que oui, ils se positionnent dans leur plan stratégique, mais des fois, ils ont des chantiers qui sont avec des normes, des certifications. Ça dépend aussi beaucoup du soutien, du leadership des personnes, en fait, des gestionnaires de projets sur les chantiers. Fait que dans un même chantier, il y a aussi ce qui rend compliqué, plus complexe l'étude, c'est que, en fait, il y a beaucoup de sous-traitants. Fait que c'est pas forcément les employés de l'entreprise que je ne vais pas nommer, mais qui peuvent travailler des fois sur une période de 2 semaines sur 6 chantiers différents avec des normes, des façons de travailler qui sont différentes. Donc, c'est ce qui rend aussi complexe, là, parce que même si c'est une entreprise, c'est différent selon les différents types de chantiers. Les clients, exact. On a pour une dernière question, Emmanuel. Oui, ça apporte une certaine confusion entre justement où c'est le niveau de la signification des résultats. Est-ce que, je comprends que c'est une étude exploratoire par rapport à la représentativité de l'entreprise par rapport au secteur, c'est une entreprise pionnière ou pas, puis et je dis que tu viens de t'ajouter en fait qu'il y a aussi d'autres, ça dépend des chantiers, donc c'est très. Et puis par rapport aux différents postes aussi, si tu es gestionnaire t'es gestionnaire de temps en temps sur un chantier, tu peux avoir, tu auras peut-être une certaine représentation par rapport à celle qui est intéressée, qui va être différente de si tu es
courir toujours à construire. Donc, et puis, donc c'est ça, et puis après, il y a quelque chose qui me titille aussi, c'est le sentiment d'auto-efficacité environnementale ou écologique. Il est assez élevé par rapport aux chiffres assez vertigineux que tu annonçais au départ par rapport à ce qui va les 3 millions de tonnes au Québec. Ça fait 500 kilos par habitant et par an. C'est énorme pour un seul secteur. Et puis le faible niveau de réutilisation, de recyclage. Donc là, je suis un peu, voilà, je suis un peu confus. Voilà. C'est parce que j'ai un peu du mal à voir ce que veulent dire ces chiffres. Voilà. Ouais, je ne suis pas un expert sur les limites de la recherche, puis un peu, mais je pense que c'est ça, c'est une des limites, c'est que, disons que tu demandes aux personnes, est-ce que tu as la perception d'avoir des connaissances suffisantes? Ça peut être souvent qu'ils vont surestimer leurs connaissances sur les enjeux environnementaux, puis avoir l'impression qu'il y a plein de problèmes. Après, lorsque c'est l'adoption des comportements, là, ça va beaucoup varier selon le type d'action. Merci beaucoup, Carole.